bonsoir. Voilà. Euh, je vais essayer de faire 3-4 minutes d'introduction, dans la mesure où seuls 2 étudiants très concernés par ce module sont là. Donc on va essayer de traîner en longueur, sinon il y aura des sanctions. Vous entendez là? Parce que moi j'ai un retour terrible. Ok. Bien, donc ce soir nous avons la visite de Thomas Jusselm, qui se présentera lui-même en ce qui concerne son parcours. C'est dans le cadre d'un module d'enseignement qui s'intitule Conception intégrative. Donc intégrative parce que c'est pas intégré, c'est-à-dire c'est pas terminé. Dans la conception, il y a constamment des éléments nouveaux dont il faut tenir compte, et donc il y a une souplesse dynamique à tenir avec plusieurs intervenants de diverses natures, et donc certains sont plus ou moins nouveaux, en l'occurrence des éco-conseillers, des thermiciens, etc. Et en fait, il est important pour, d'une part, les générations déjà un peu mûres, ceux qui sont ici, je pense, sont dans cet esprit, mais surtout pour les étudiants de se préparer à savoir communiquer, collaborer et même utiliser de manière, on va dire peut-être même sublimer les informations ou les pressions, les contraintes que ces gens peuvent apporter, dans la mesure où ils ont une approche plus pointue et parfois donc des éclairages plus précis. Donc, pour ce faire également, il y a en fait, souvent, donc, également, j'appelle ça ces gens-là, mais en fait, parfois ils sont architectes ou ingénieurs, sont des gens normaux, mais disons qu'ils utilisent des logiciels nous, on utilise des logiciels de dessin qui sont très pointus, mais eux utilisent des logiciels également assez complexes dont on n'a pas toujours la maîtrise. Ces logiciels ont un grand avantage quand même, c'est d'objectiver la démarche et de chiffrer les choses. Donc, vous savez très bien que SketchUp, on peut voir les ombres, mais on ne peut pas savoir combien d'insolations réelles s'opèrent sur les façades, bon, par exemple. Donc en fait, c'est un petit peu... bon, Thomas, en fait, fait une connaissance, fait partie un peu du réseau très large de Dominique Gozin. Et en fait, il devait intervenir au départ dans ce module, mais pour des raisons de date en fait et peut-être d'audience, c'était plus préférable donc qu'il vienne faire cette conférence. Je ne sais pas donc, du tout en fait exactement à quoi ce qui va être présenté. Donc là, je vais te passer la parole et je vais donc par contre, je suis très fâché parce qu'il n'y a que 2 étudiants sur 25 qui devaient venir. Donc ça fait toute une génération qui va complètement passer à côté et qui se fera brimer par les intervenants extérieurs. Voilà. Donc Thomas, tu as le micro parce que... Oui, j'ai un micro. Bob, je coupe ça. On a des problèmes de son récurrents. Alors, on s'entend bien? Ça marche. Non, mais on est un peu parano sur le son parce qu'il y a parfois des démarrages de son un peu. Il a pas l'air de marcher. Hein. Bonsoir. Allô. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il marche? Vous m'entendez là? Ouais. Sans micro. J'ai plus rien qui marche.
Voilà, ça y est, c'est revenu. Merci. Donc bonsoir à tous. Donc je vous propose ce soir une intervention donc, sur les simulations numériques et l'architecture. Donc dans le cadre du module conception intégrative, je vais vous faire partager un petit peu mon expérience donc en termes de dialogue entre ingénieurs et architectes, puisque finalement c'est de cela qu'on va parler. Effectivement, comment objectiver l'architecture à travers l'outil. On verra un panel d'outils qui ne se veut pas exhaustif, mais pour comprendre quelle peut être la force de ces outils et comment on peut s'en servir. Mais avant ça, je vais me présenter donc brièvement. Donc, je m'appelle Thomas Jusselm. Je suis enseignant associé à l'école d'architecture de Grenoble et je suis également co-gérant d'un bureau d'études qui s'appelle Exendo à Lyon et qui est spécialisé sur l'éco-conception, donc l'efficacité énergétique du bâtiment et la qualité environnementale au sens large. Ma rencontre avec Dominique Gauzin-Muller date maintenant d'il y a 5 ans, où à l'époque, mes deux associés et moi, nous avions réalisé une étude sur 25 pays de l'architecture et du développement durable, sur laquelle nous avons ensuite créé nos structures qui s'appelle Exendo. Donc c'est à travers cette pratique professionnelle que je vais pouvoir ce soir illustrer mes propos donc sur la thématique simulation numérique et architecture. Donc je vous propose une présentation en 5 parties et puisqu'on va parler de simulation pendant à peu près 1 heure maintenant, je vais bouger. On s'attachera dans un premier temps à définir finalement ce que c'est que la simulation numérique, avec ensuite un rappel historique, pourquoi ces simulations numériques, comment elles ont émergé et qu'est-ce qu'on en fait actuellement. On verra à travers un process, on va dire méthodologique, comment elles peuvent s'inscrire dans le dialogue entre ingénieurs et architectes. On verra également quelques applications de ces simulations numériques. Un exemple précis sur un bâtiment énergie positive à Grenoble sur lequel on a pu travailler. Et enfin, on terminera sur les limites finalement de ces simulations numériques et sur les perspectives d'évolution. Donc pour commencer, beaucoup de textes, mais finalement ça c'est quand même primordial de savoir ce que c'est qu'une simulation numérique. Donc c'est un outil dans le sens utilisé par un être vivant donc pour augmenter son efficacité naturelle. C'est clairement explicite, c'est-à-dire que c'est un outil qui est destiné à faire évoluer et à faciliter donc le travail de conception si on parle d'architecture, utilisé entre autres par l'ingénieur, mais aussi l'architecte forcément, et l'ingénieur dont le métier consiste à résoudre des problèmes de nature technologique et à titre de conception. Donc, elle permet surtout d'étudier les résultats d'une action sur un élément sans réaliser l'expérience sur l'élément réel, donc de simuler. On n'est pas du coup dans le domaine du réel. Donc sans prétendre à une description exhaustive, effectivement ces simulations, donc comme on va le voir, permettent surtout de comprendre des phénomènes par agrégation de résultats, de prédire ou de concevoir en s'approchant du réel mais en se basant sur des hypothèses. Donc effectivement, le moyen le plus simple serait de tenter l'expérience. Ce sont des choses qui se sont faites et qui se font encore de manière assez épisodique, puisque tenter une expérience à l'échelle réelle nécessite un budget, de l'argent et du temps, chose que l'on ne peut pas avoir sur chaque projet. Donc on a recours à la simulation pour rechercher un élément qui réagit d'une manière semblable à ce qu'on veut étudier et qui donc permet de déduire des résultats, d'approcher le réel au travers d'un outil numérique. Alors, un bref rappel historique. Historique, c'est bien le cas de le dire, puisqu'en fait la simulation numérique a débuté avec le projet Manhattan, que tout le monde connaît, puisque c'est la Seconde Guerre mondiale, qui a servi à modéliser le processus de la détonation nucléaire, donc la première bombe A en 1945. Ensuite, apparition, je fais un raccourci
direct, mais c'est pour ce premier slide de 1945 pour vous montrer quand même que c'est maintenant une soixantaine d'années. Donc c'est un outil qui est quand même très récent, sur lequel on a peu de recul. Au début des années 80 ou à la fin des années 80 est apparue la première réglementation thermique avec un outil qui permettait de réaliser des bilans mensuels. Donc c'était quelque chose de très basique. Mais c'est l'apparition du premier outil réglementaire qui permettait d'évaluer la performance des bâtiments au sens thermique du terme. La fin des années 80, c'est aussi l'apparition d'un besoin de la part des concepteurs d'évaluer de manière beaucoup plus fine les besoins en chauffage et surtout les évolutions de température en termes de confort d'été, puisque les années 70 correspondent à l'émergence de l'architecture bioclimatique qui avait engendré des effets pervers au niveau du confort, qui consistait notamment à valoriser un maximum d'apports solaires d'hiver, mais peut-être au détriment du confort d'été, avec l'apparition de surchauffe. Donc c'est des choses qu'on avait assez de mal en fait au final à appréhender, à mesurer, et il est apparu du coup ce besoin d'étudier plus finement ces phénomènes thermiques avec des outils qui ne s'arrêtaient pas au simple tableur Excel, mais qui permettaient de valoriser chaque constituant du bâti. Donc concrètement, intégrer de manière plus précise la gestion des apports solaires, la question de l'inertie du bâtiment, des échanges entre zones, entre une véranda et un bâti, donc d'étudier de manière assez précise la question des transferts thermiques et de la thermodynamique. En 2001, l'apparition d'une démarche que tout le monde connaît, qui est la démarche haute qualité environnementale, avec notamment un document qui s'appelait la définition explicite de la qualité environnementale, qui avait le mérite de quantifier et de poser sur le papier qu'est-ce que c'était vraiment que la qualité environnementale pour un bâtiment. Avec notamment 4 cibles. La cible 4 qui correspond à la gestion de l'énergie. Donc là, c'est assez simple, c'est quantifier de la consommation du kilowattheure sur tous les postes que l'on peut recenser, eau chaude, chauffage, ventilation, climatisation, auxiliaire. La cible 8 qui correspond au confort hygrothermique. Donc là, c'est la question du confort. Un des paramètres qui quantifie ce confort acoustique, c'est notamment la température, combien j'ai d'heures où la température dépasse une certaine valeur, par exemple 28 degrés. Ça peut caractériser le confort d'été d'un bâtiment. La cible 9 est le confort acoustique, donc en termes de décibels, j'en parlerai pas aujourd'hui parce que ce n'est pas mes spécialités. Et la cible 10 en termes de confort visuel, avec 2 indicateurs, je reviendrai dessus, le facteur lumière-jour et le luxe. Donc tous ces indicateurs, finalement, sont des unités qui nécessitent un travail assez complexe de simulation et qui permettent de caractériser la qualité environnementale et qui ont donc poussé finalement les outils de simulation à avoir un usage récurrent en termes de conception pour caractériser et quantifier la qualité environnementale du bâtiment. Aujourd'hui, 2009, où là on a une nécessité et un besoin de plus en plus récurrent d'avoir au final une architecture quantifiée, avec une tendance à systématiser les simulations numériques sur plusieurs critères. D'une part dû effectivement à la médiatisation donc, du concept de qualité environnementale des bâtiments, porté principalement jusqu'à maintenant par l'association HQE en France, mais aussi une nécessité due à la prise en compte des aspects environnementaux en amont, donc dès la conception des bâtiments, puisqu'on s'accorde maintenant presque tous à dire que les premières phases de conception ont un impact fondamental sur la performance thermique d'un bâtiment. Donc il y a une nécessité d'évaluer dès les premiers pas d'une esquisse l'impact des traits de conception sur la performance. Mais aussi une architecture de plus en plus quantifiée parce qu'on va vers un devoir de résultat vis-à-vis du maître d'ouvrage, vis-à-vis de la réglementation, des investisseurs, vis-à-vis des futurs locataires qui vont payer les charges. Donc quantifier cette architecture en termes de qualité environnementale au sens des cibles que j'ai pu précédemment citer, ça veut dire développer des outils, ça veut dire servir d'outils pour affiner la conception avec les ingénieurs et les architectes,
et pour se rapprocher de labels, de standards qui définissent qu'est-ce que c'est au final qu'un bâtiment de qualité de nos jours ou de demain. Alors maintenant, un petit peu de méthodologie. Je passerai sur des choses un peu plus graphiques ensuite. Et simplement, un processus de conception, c'est quelque chose d'assez complexe, surtout entre la relation entre une conception d'une équipe d'architectes qui ont une conception qui n'est pas cartésienne, mais qui est un processus créatif qui peut être aléatoire et qui rencontre en même temps un devoir de performance sur quelque chose qui est très carré. La thermique, c'est entre autres, c'est une science. Donc il y a une nécessité comme ça de créer une méthodologie pour canaliser la création, non pas la brider, mais la canaliser pour qu'elle rentre dans une logique d'amélioration continue et de performance sans formater l'architecture. Donc c'est un tour de force qui est complexe, mais qui nécessite du coup que l'architecte s'entoure de compétences, d'ingénieurs, compétences diverses, et qu'il se crée un aller-retour entre les phases de conception et les phases d'évaluation de la performance. Donc ici un exemple d'une méthodologie que nous on propose, qui est avec lesquels on travaille. Donc tout projet part au final d'une analyse de contexte, puisqu'un bâtiment performant, c'est un bâtiment qui répond à un objectif de la maîtrise d'ouvrage. On fait un bâtiment de bureau avec un certain nombre de places, donc une fonction, mais qui répond surtout à un contexte, donc, par exemple un contexte environnemental. Donc on réalise une analyse de contexte, contexte environnemental, la ressource solaire, est-ce qu'on a de l'eau, est-ce qu'il y a un risque sismique, est-ce qu'il y a un risque technologique, un ensemble de données qui vont caractériser ce contexte et qui vont avoir une influence sur le bâti et donc qui vont jouer sur cette performance. Sur la base de cette analyse de contexte, on rédige et on crée un cahier des charges en collaboration avec l'architecte qui vont prendre en compte les objectifs architecturaux, puisque l'architecte va devoir composer avec une multitude d'autres contraintes réglementaires, économiques, sociales et autres. Et on propose des indicateurs qui vont permettre de commencer de canaliser cette création. Indicateurs qui peuvent être par exemple un pourcentage de vitrage par rapport à la surface utile, qui peuvent être la compacité, une composition de parois, une structure, pas forcément des termes très techniques, mais qui vont pouvoir intégrer par exemple dans le cadre d'un bâtiment énergie positive quelle surface prévisionnelle de photovoltaïque, si on parle de photovoltaïque. Si on parle de photovoltaïque, à intégrer dans le projet en amont pour qu'on ait une réelle intégration des différentes techniques. Ensuite, il y a forcément une phase de conception de l'architecte, et ensuite donc une phase d'aller-retour et de cercle au final qui passe par un contrôle de la performance et un calcul donc des indicateurs et des objectifs pour vérifier que la production donc, de l'architecte correspond bien, à un objectif attendu. Donc déjà, on voit ici une différence à ce niveau-là. J'ai dissocié le contrôle de la performance sur un calcul des objectifs avec des logiciels, donc qu'on va voir des logiciels de conception, et un contrôle qui correspond au référentiel visé, qui est lui plus un contrôle, je vais dire, réglementaire. Donc je dissocie bien ces deux, puisque ces logiciels-là, au final, PHPP, la RT 2005, SIA, etc., sont quand même des logiciels qui vont nous permettre de vérifier que le bâtiment s'inscrit dans un standard ou non. Ce ne sont pas des logiciels de conception, puisqu'ils n'ont pas, pour la plupart, là je parle principalement pour la réglementation thermique 2005, ils n'offrent pas la possibilité de moduler tous les paramètres. Si je m'arrête 5 minutes sur la réglementation thermique 2005, donc elle a un moteur de calcul qui est assez complexe, mais qui évalue la performance de votre bâtiment au regard d'un bâtiment de référence. Et dans ce bâtiment de référence sont pris notamment par défaut des paramètres qui ne sont pas variables, comme par exemple la puissance informatique installée, qui va vous donner une certaine puissance de froid.
Or, si dans votre bâtiment, vous allez mettre 2-3 fois plus de personnes au mètre carré, la représentation virtuelle de la simulation thermique de votre bâtiment sera faussée. Un autre exemple, l'RT 2005 ne permet pas de prendre en compte un puits canadien, ne permet pas de valoriser l'inertie à juste titre. C'est vraiment un outil qui va placer votre bâtiment par rapport à une référence et qui va vous permettre réglementairement de l'évaluer pour savoir s'il respecte la réglementation thermique ou non. Donc on a bien deux types de familles d'outils. Une famille qui permet de contrôler la performance réelle et qui sont des outils qui n'évaluent pas au regard d'un standard, et d'outils qui permettent de contrôler la performance donc de l'esquisse ou de votre projet détaillé au regard d'un référentiel ou d'un label visé. Donc nous, en interne ensuite, on a un processus qui nous permet de capitaliser via une banque de données toutes ces données de sortie et qui permettent ensuite de prescrire et de retravailler avec l'architecte pour éventuellement, si le contrôle de la performance n'atteint pas l'objectif visé, eh bien actionner un levier qu'on appelle nous un indicateur aussi qui va permettre de rectifier la composante. Je prends un exemple basique, on calcule l'autonomie en éclairage naturel d'un bâtiment, le résultat n'est pas satisfaisant, on a plusieurs leviers qui sont augmenter la surface des vitrages, positionner différemment ces vitrages, modifier la couleur des finitions intérieures, modifier la transmission lumineuse des vitrages. Donc on connaît tous ces paramètres et ça nous permet derrière de travailler avec l'architecte pour actionner un de ces leviers et augmenter la performance énergétique du bâti. Donc si on en vient maintenant directement aux applications des simulations numériques, donc le panel d'applications que je vais vous présenter a pour but de vous sensibiliser finalement à la puissance de ces outils, mais aussi à ses limites. Et je ne prétends pas du tout vous présenter ici quelque chose d'exhaustif, mais j'espère juste faire partager en fait l'intérêt de ces outils, et comment les utiliser et comment les valoriser à juste titre, puisqu'ils sont quand même au service de l'architecture et que dans l'idéal, ce serait l'architecte qui devrait utiliser non pas lui-même ces logiciels, mais la puissance de ces logiciels au travers de son équipe de maîtrise d'œuvre. Donc pour ça, il faut aussi qu'il ait connaissance de la disponibilité de ces outils et de leurs applications. Donc un premier exemple que j'appelle l'optimisation bioclimatique du plan masse, donc dans un processus de conception urbain ou architectural, il y a une première étape qui consiste donc à positionner ces masses, sa programmation par rapport à un contexte urbain. Et là, on a un enjeu thermique intéressant qui est de proposer une volumétrie qui offre la possibilité donc, de récupérer un maximum d'apport solaire en période de chauffage. Donc forcément, un des leviers intéressants pour minimiser le besoin en chauffage, c'est de valoriser un maximum d'apport solaire dans la construction. Donc un principe très simple, c'est d'avoir un maximum d'exposition solaire, de minimiser également les effets d'ombre portée du projet sur lui-même et de prendre en compte les masques topographiques donc, qui sont complètement indépendants à l'architecture. La réponse d'un outil de simulation, c'est la simulation des apports solaires sur chaque façade du projet et la comparaison de la somme des apports solaires d'une variante à une autre qui nous permettra de dire si un projet a plus de potentiel de valoriser les apports solaires qu'un autre. Donc un exemple sur un projet ici à Nantes sur lequel on a pu travailler, donc 8000 m² de bureaux, 12 000 m² de logement. Donc là c'est une visualisation du projet retenu. On voit ici le travail qui a été fait en termes de simulation. Donc simplement à partir des volumétries initiales, donc de l'esquisse des architectes qui ont travaillé sur ce projet, on voit ici, donc en façade nord-est ou en façade sud-ouest, sur une échelle de puissance, je suis désolé, la qualité ici de la projection ne permet pas de lire les chiffres, mais c'est pas ce qui est important au final, c'est d'apercevoir qu'en fonction des trois variantes,
visuellement, on a une présentation finalement de la puissance solaire absorbée sur chaque façade. Et on a possibilité également dans le logiciel de récupérer la somme des apports solaires de toutes ces façades et de les comparer d'un projet à l'autre. Ici, les 3 projets offrent la même programmation sur des répartitions architecturales qui sont différentes. Donc le choix ne s'est pas opéré uniquement en fonction de ces composantes, mais ici, l'outil a bien permis d'objectiver la démarche et a permis surtout aux architectes d'avoir une réponse quantifiée au-delà, effectivement, comme le précisait au début Eric, du modèle SketchUp qui permet de voir les ombres portées d'un bâtiment sur l'autre. Ici, on a une réelle quantification de ces apports solaires. Et la simulation, ici, a permis de quantifier et de cumuler l'ensemble des apports solaires sur toute la période de chauffage. Donc ici, la 3e hypothèse était retenue. Et on voit bien que sur l'échelle de la puissance solaire, c'est celle qui offre le plus de façades exposées au rayonnement et donc le moins nombre porté du bâtiment sur lui-même. Alors ce qui est intéressant, c'est que la plupart des logiciels de conception offrent un moteur de calcul et également une représentation graphique. Et en le pratiquant, je m'aperçois de plus en plus que finalement ces outils de simulation numérique permettent un réel support d'échange entre ingénieurs et architectes, puisque de montrer une suite de chiffres ou de calculs, c'est beaucoup moins sexy et beaucoup moins parlant que de montrer des volumétries avec une représentation graphique qui est au fond quantifiée et qui permet de dialoguer beaucoup plus facilement sur une pièce graphique que sur un rapport. Alors un deuxième... Donc c'est un logiciel qui s'appelle Ecotect, qui est un logiciel anglo-saxon développé par les Anglais et les Australiens. Donc vous allez sur ecotect.com et vous pourrez avoir une version de démonstration si vous le souhaitez. Donc la suite des exemples que je vais vous présenter jusqu'au prochain logiciel est réalisée par Ecotect. Donc pour aller un peu plus loin, une fois que ce plan masse a été optimisé par sa capacité, par exemple, à récupérer le rayonnement solaire, pour donc minimiser les besoins en chauffage, il y a un deuxième enjeu qui est important, c'est également comment optimiser le confort d'été ou réduire les consommations en rafraîchissement s'il y en a. D'où l'idée finalement, où dans un projet, il y a nécessité de mettre en œuvre des protections solaires. Donc les enjeux, c'est diminuer le confort et la consommation énergétique, augmenter le confort et diminuer la consommation énergétique liée au rafraîchissement. C'est également avoir une façade intelligente qui permette de réguler les apports en fonction du besoin, parce qu'on peut se douter bien évidemment que sur une façade qui fait plusieurs centaines de mètres carrés, les apports solaires dus au masque urbain ou topographique ne sont pas les mêmes d'un bout de la façade à l'autre. C'est également l'économie de projet pour le juste dimensionnement de la protection. Mettre en place une protection là où on en a besoin et pas forcément partout de manière uniforme. Et également limiter la surprotection, puisque surprotéger au niveau des apports solaires, au-delà de ce qui du besoin, c'est forcément faire un transfert de pollution, c'est-à-dire impacter un autre poste énergétique qui est l'éclairage artificiel via moins d'éclairage naturel. Donc trop protéger, c'est aussi une antinomie puisque ça va gréver le poste éclairage artificiel. Donc ici la réponse, c'est une simulation précise donc, des apports solaires sur ces façades, une définition des ombres portées du bâti sur la topographie, de la topographie environnante, et une définition du facteur solaire complémentaire. Donc facteur solaire, c'est le besoin d'occulter à mettre en place pour minimiser les consommations et garantir le confort d'été. Donc si on illustre tout ça, l'application donc sur un projet que l'on a réalisé à Grenoble avec un architecte qui s'appelle dont l'agence s'appelle Tomasini Design, sur la ZAC Boucher-Vialet, on voit ici donc un bâtiment qui a mis en œuvre le concept d'une résille, donc un bricelet fixe, forcément un bricelet mobile, il n'y a pas besoin de modéliser pour savoir quelle est sa capacité à occulter. C'est des données qui sont disponibles par le fabricant directement. Ici, à la base, on avait une volumétrie.
Encore une fois, c'est très simple. Cette volumétrie, on l'a divisée sur un calpinage qui correspondait à la trame de la façade. Et par le jeu des ombres portées du bâtiment sur lui-même, ou par le jeu des ombres portées d'autres bâtiments sur ce bâtiment ou de la topographie, eh bien, on a pu caractériser le facteur solaire pour chaque on va dire, élément de cette façade. Donc ici, on a une échelle qui va de 0 à 1, pour la valeur donc, de 0,4 plutôt à 1. Pour la valeur 0,4, ça veut dire que 60% du rayonnement solaire est occulté. Et la valeur visée pour ce bâtiment, c'était une protection du nord-est au nord-ouest de l'ordre de 0,15. Donc on a pu dimensionner sur la façade la résille de sorte à ce qu'elle n'occulte en complément uniquement la valeur qui était nécessaire. Donc toujours dans une optique de ne pas surprotéger et de ne pas impacter d'autres postes qui peuvent être notamment l'éclairage naturel. Donc si je reviens un petit peu sur la photo, vous apercevez qu'en fait les modules brise-soleil positionnés devant les vitrages, on a fait une batterie de tests sur 6 modules différents. On a caractérisé leur degré d'occultation de chaque module et on l'a ensuite positionné avec l'architecte suivant un calpinage qui permettait justement d'occulter plus ou moins en fonction de l'étude dans ce élément que vous voyez ici. Alors une autre application possible avec ce genre de logiciel, on parle de plus en plus à l'heure actuelle et depuis quelques temps par des logiques financières de centrales photovoltaïques intégrées au bâtiment. C'est un des axes majeurs finalement de l'objectif de réduire par 4 d'ici 2050 nos émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on est tous conscients que c'est pas en construisant 1% de logements neufs, donc part de la masse immobilière globale de bâtiments très performants qu'on arrivera à diviser par 4 les consommations en CO2 de la filière bâtiment. Donc une des politiques nationales, c'est de compenser notamment par des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment, avec notamment l'intégration d'énergie renouvelable type photovoltaïque. En France, il y a une spécificité qui fait que les centrales photovoltaïques ont un bonus de rachat si les centrales ou les panneaux photovoltaïques sont intégrés au bâti, intégrés au sens en général de la nécessité de réaliser une double fonction, donc soit étanchéité, brise-soleil, peu importe. Donc l'enjeu, c'est bien de concevoir une centrale photovoltaïque, puisqu'on est plutôt également dans une logique financière, puisqu'on revend l'électricité produite, avec le meilleur productif. Le meilleur productif, c'est-à-dire produire le plus d'énergie possible par rapport à la puissance installée. Et c'est également de garantir l'intégration architecturale. Donc garantir l'intégration architecturale dans le cas où on voudrait motiver une intégration architecturale par le rôle de brise-soleil, eh bien, il faut démontrer que ce photovoltaïque a bien un rôle de brise-soleil et donc un pouvoir occultant. Donc la réponse dans ce cas, c'est une simulation précise des apports solaires sur chaque module, une définition du rayonnement solaire sur le module et également l'évaluation de la performance du brise-soleil s'il y a lieu. Donc là, un exemple de bureau énergie positive développé avec une architecte à Lyon, où on a la présence donc, de photovoltaïque qui assure l'étanchéité en toiture, mais c'est quelque chose qui n'est pas apparent, de photovoltaïque en brise-soleil sur les baies, et également sous la forme d'une double peau à cet endroit-là. Donc on voit ici la simulation des apports solaires sur chaque module photovoltaïque. L'architecte nous a présenté cette esquisse au final, avec la volonté de positionner, on va dire, des modules photovoltaïques sur l'ensemble de ces panneaux qui ont été simulés. La simulation nous a permis notamment de fixer une valeur limite à ne pas dépasser, au-delà de laquelle on a jugé que la performance financière ne serait pas acceptable, donc notamment sur toute cette partie-là, où on voit avec la couleur bleue sur l'échelle de la puissance solaire, ce qui nous a permis donc du coup d'optimiser le rendement financier et l'intégration architecturale,
notamment d'évaluer l'occultation due à cette double peau, puisqu'a priori, la double peau ici présentée avait une densité assez forte et qui allait encore une fois pénaliser la question de l'éclairage naturel. Donc pour pousser un petit peu l'analyse, on ne s'est pas donc seulement arrêté à définir quelles étaient les parties de ces façades où allait être positionné du photovoltaïque. On s'est également attaché à évaluer donc la partie de la résille en étudiant différents scénarios. Donc le scénario de référence. Donc ici, je développe cette partie-là. Scénario de référence, un scénario avec une densité inférieure de 50%, donc en enlevant simplement une lame sur deux. Un autre scénario avec une inclinaison variable de haut en bas. Et un dernier scénario avec une densité inférieure à 30%. Et l'idée, c'était à chaque fois de regarder où serait finalement, par itération, où serait le meilleur compromis entre protection solaire et production de kilowattheures photovoltaïques. Donc à partir des simulations, on a pu réaliser une sorte d'indicateur dont la valeur la plus élevée a permis d'exprimer le scénario qui permettrait de générer le plus de kilowattheures en occultant un maximum. Donc c'est encore une fois par ce type de logiciel, surtout quand il y a une logique financière et donc une pression derrière de la maîtrise d'ouvrage, qu'on peut objectiver le discours et réaliser une conception qui soit pertinente en termes de confort, en termes de consommation et également en termes de logique financière. Une autre application, donc j'en ai déjà parlé, c'est la logique de la protection solaire et de l'éclairage naturel. Effectivement, une surprotection peut entraîner une augmentation sensible du poste de l'éclairage artificiel. Alors, il faut quand même savoir que l'éclairage artificiel, c'est voire le poste de consommation le plus important pour toute la partie tertiaire. Donc l'enjeu, c'est bien d'assurer une très bonne protection solaire, mais également de valoriser au maximum l'éclairage naturel, et donc d'évaluer le meilleur compromis entre ces deux points. Donc simulation qui n'est valable encore une fois que si on souhaite mettre en œuvre des briques soleil fixes, puisque les briques soleil mobiles, théoriquement, permettent d'occulter ou ne pas occulter à la demande en fonction s'ils sont automatiques ou gérés manuellement. Donc ici, la réponse par la simulation, c'est le calcul d'une part de l'efficacité de la protection solaire, d'autre part de l'éclairage naturel généré avec ces protections, et donc le choix de la protection qui offre encore une fois le meilleur compromis entre efficacité de la protection solaire et la capacité à la protection solaire de satisfaire un très bon éclairage naturel. Ici, donc une application sur un projet que l'on a développé avec Jacques Ferrier Architecture, donc un bâtiment énergie positive sur Grenoble. Donc on voit donc un concept de résille double pot qui intègre encore une fois du photovoltaïque. Forcément, pour être à énergie positive, il faut produire de l'énergie et bien souvent c'est du photovoltaïque. Et la problématique de gérer l'occultation et en même temps l'apport d'éclairage naturel avec un besoin d'objectiver et de quantifier cette démarche. Donc là-dessus, nous avons calculé différents paramètres. Un premier paramètre donc, qui s'appelle le facteur lumière-jour. Qu'est-ce que c'est que ce paramètre? C'est assez simple, c'est la capacité du bâtiment à faire pénétrer de l'éclairage naturel à l'intérieur. Et il calcule tout simplement le ratio entre l'éclairement intérieur et l'éclairement extérieur. Donc c'est un pourcentage. Et donc, la certification HQE, par exemple pour le tertiaire, objective cette qualité en disant qu'un facteur lumière-jour supérieur à 2% sur une certaine surface, eh bien on considère que c'est un bon niveau de qualité au niveau de l'éclairage naturel. Donc c'est un indicateur qui a ses limites et en même temps qui est intéressant, puisque comme c'est un rapport entre l'éclairage intérieur et l'éclairage extérieur, il n'est pas du tout pénalisé par la situation géographique
On évalue la capacité du bâtiment à faire pénétrer l'éclairage naturel dans le bâtiment de manière complètement indépendante que si on se situe à Marseille ou à Lille. Et enfin, un dernier paramètre qui est l'apport solaire estival donc sur le vitrage. Et ensuite, on a calculé une série d'indicateurs qui expriment l'abondance et l'homogénéité de l'éclairage naturel et en même temps l'abondance de l'éclairage naturel en fonction des apports solaires. Donc encore une fois, c'est une logique ensuite de rapport. Et on a travaillé avec l'architecte à proposer finalement une série par itération de double pots possibles, avec donc la référence du projet qui consistait à avoir des lames inclinées, puis des lames horizontales en fonction de si on était assis ou debout, qu'on puisse voir directement donc l'éclair de vitrage extérieur, et encore des lames inclinées en pied de façade. Et on a décliné ça, où on l'a calculé sans rési, sans rien du tout, avec une autre version, mais avec des lames plus épaisses, plus profondes, un écart avec le même écart, avec des lames plus resserrées, des lames plus largement resserrées. Enfin, on a décliné un peu toute une série de champs des possibles pour voir en quoi finalement cette résille avait un impact sur les deux critères qui sont l'accès à l'éclairage naturel et le pouvoir occultant, qui sont donc les deux principales fonctionnalités de cette résille, mis à part l'identité architecturale du projet. Et ce qui est intéressant ici de voir, c'est que le modèle qui était proposé par l'architecte était le modèle qui avait le meilleur compromis au final entre toutes ces variantes, entre la capacité donc de la résille à faire pénétrer l'éclairage dans le bâtiment et la capacité de cette résille à occulter. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans un dialogue entre architecte et maîtrise d'ouvrage, bien souvent, il est très intéressant pour l'architecte d'objectiver son discours pour asseoir et pour donner de la force à son projet, également sous couvert de la performance environnementale. C'est-à-dire que justifier l'identité architecturale de cette résille était ici également pour Jacques Ferrier un moyen d'asseoir sa position au niveau de l'identité architecturale du projet. Alors une autre application, donc on a parlé de facteur lumière-jour, et c'est tout simplement maintenant la simulation de l'éclairage naturel. Donc l'enjeu, c'est de valoriser au maximum cet éclairage naturel. Les menuiseries ont plusieurs fonctionnalités, mais notamment de récupérer des apports solaires et d'apporter de l'éclairage naturel dans les bâtiments. Il est donc important de s'assurer de son efficacité. L'enjeu, c'est aussi de répartir de manière uniforme cet éclairage, de ne pas avoir d'éblouissement en pied de façade, mais bien de le répartir l'éclairage de manière homogène sur toute la surface, du local à éclairer, et de mesurer l'influence de divers paramètres sur ces objectifs. Donc les paramètres qui sont ceux que j'avais cités tout à l'heure, c'est-à-dire la surface de la menuiserie, sa position, plutôt en tête de façade, en pied de façade, verticale, horizontale, la couleur, définition intérieure, toute une série de paramètres qui vont permettre derrière d'améliorer donc cette autonomie en éclairage naturel. Et la réponse, eh bien, elle se fait à travers l'aptitude du bâtiment donc à faire pénétrer la lumière naturelle, donc c'est ce fameux facteur lumière-jour. Également l'autonomie en éclairage naturel d'un bâtiment, c'est-à-dire pendant quelle période ce bâtiment est capable de se passer d'éclairage artificiel pour satisfaire à la consigne d'éclairage qui se mesure notamment en luxe. Également, calculer les possibilités d'éblouissement qui persistent et qui ne seraient pas gérées directement par le brise-soleil. Donc ici, un exemple d'application sur un projet de Sud Architecte à Lyon, réhabilitation et extension d'une administration. Extension ici, réhabilitation de l'ensemble de ces locaux. Et un exemple de rendu sur la simulation d'un étage courant qui permet de caractériser donc ce fameux facteur lumière-jour et de s'assurer que sur une certaine zone, eh bien, on a un accès satisfaisant à l'éclairage naturel en calculant l'autonomie, en calculant le facteur lumière-jour moyen et en vérifiant que ce facteur lumière-jour
est réparti de manière assez satisfaisante sur toute la surface des locaux, et surtout d'avoir un œil critique local par local en fonction de l'usage, en fonction de si c'est une salle de réunion, en fonction de si on a un bureau ou une autre application. Alors, pour continuer, je vais me servir du support d'un autre logiciel, puisque je vais passer sur une autre thématique qui n'est pas la gestion finalement de tout ce qui a trait aux apports solaires ou à l'éclairage naturel, mais de la thermique en elle-même. Donc là, ce sont des simulations qui ont été réalisées avec un logiciel qui s'appelle Pliat-Comfy et qui permettent donc de caractériser le comportement thermique d'un bâtiment. Alors, quels sont les enjeux à ce niveau-là ? Eh bien, on a des bâtiments de plus en plus performants, très performants, qui ont des comportements thermiques complexes. Et on peut voir actuellement que finalement, on a toujours la même problématique que les pionniers de l'architecture bioclimatique qu'il y avait dans les années 70. C'est-à-dire qu'on cherche à pousser le comportement thermique d'un bâtiment à l'extrême, valoriser un maximum d'apports solaires, limiter au maximum les déperditions, jouer sur l'inertie, sont autant de paramètres qui peuvent rendre difficile le fait de rentrer dans une zone de confort, une plage définie, on va dire 19, 26, 28 degrés, toute l'année. Donc aller jouer sur des extrêmes, bien c'est se frotter à des problématiques qui peuvent être le phénomène de la bouteille thermos, c'est-à-dire qu'on a une très forte enveloppe thermique et la moindre allumette ou bougie qui brûle peut provoquer une augmentation de température. C'est le phénomène recherché, mais aussi c'est sa limite, puisqu'en été, on peut créer de l'inconfort. Donc il y a une nécessité de vérifier que la performance qui s'exprime au travers donc, de paramètres architecturaux, eh bien cette performance est constante sur l'année, y compris l'hiver, y compris l'été, y compris aux intersaisons qui sont le printemps et l'automne. Également dans la chasse finalement au kilowattheure, il y a la nécessité de simuler finement les pertes pour cibler les axes d'amélioration. Pendant longtemps, dans les années 70, les principaux postes de consommation étaient le chauffage, tout simplement parce que les bâtiments n'étaient pas isolés. On a eu un transfert de pollution, puisque des consommations en chauffage, on est maintenant passé, notamment sur du tertiaire, aux consommations en rafraîchissement, avec des bureaux bien mieux isolés, énormément de parois vitrées, énormément de puissance informatique installée dans les bureaux, chose qu'il n'y avait absolument pas dans les années 70. Donc on voit bien que sans simulation et sans raisonnement global, continuer à s'attaquer et à poursuivre la logique de l'enveloppe thermique au sens uniquement du chauffage aurait été une hérésie. Donc maintenant, on prend en compte également la question du rafraîchissement et puis au fur et à mesure, on s'attaque à des plus petits postes, des postes qui sont de plus en plus petits mais qui ont des parts de plus en plus importantes, d'où la nécessité de modéliser de manière plus en plus fine pour évaluer ces variations de postes de consommation. Également, c'est la nécessité de valoriser donc, toutes les composantes du bâti pour s'approcher des conditions réelles et de valoriser des phénomènes donc, d'inertie, de zonage thermique entre deux zones chauffées, zones non chauffées, de valoriser au mieux les apports internes à travers des scénarios. Donc ça passe par la puissance installée informatique, ça passe par le taux d'occupation des personnes, la densité, autant de paramètres qui influent très fortement sur le comportement thermique d'un bâtiment. La question des infiltrations à l'air, etc., etc. Donc ici, la réponse, eh bien, ça peut être une simulation paramétrique du bâtiment en faisant bouger chaque paramètre à tour de rôle. Si on est dans une logique d'amélioration, pour voir quel paramètre a le plus d'influence et le plus de potentiel d'amélioration pour augmenter donc, la performance du bâtiment. Il est bien évident que, si, par exemple, pour ceux qui ici ont utilisé le logiciel PHPP pour des maisons passives ou autres,
Étant donné qu'on a une enveloppe thermique surisolée, la question du paramètre de la récupération d'énergie liée à la ventilation est un paramètre plus que sensible, puisque si on bouge le taux de récupération de chaleur, donc sur les besoins en chauffage, entre 90% et 80% ou 60%, on explose complètement le poste de consommation. Effectivement, plus on minimise les déperditions liées à l'enveloppe, et plus ces déperditions vont augmenter quand on va modifier la récupération de chaleur liée aux déperditions de la ventilation. Donc il est important de comprendre la logique de cette modification des paramètres en fonction du bâtiment que l'on utilise. Si on est sur un niveau passif, si on est sur de la réhabilitation, si on est sur du neuf, également si on est sur du logement ou du bureau ou de l'équipement. Donc la réponse, elle va passer par la quantification donc, de ces besoins énergétiques, donc en kilowatts, la caractérisation du confort d'été, qui passe notamment par un nombre d'heures où la température est supérieure à 28 degrés par exemple, et également l'efficacité du bâtiment à valoriser les apports gratuits, c'est-à-dire sur tous ces apports qu'on va lui donner, que ce soit les apports internes liés à l'éclairage, aux postes informatiques ou aux personnes, ou aux apports solaires, eh bien, quelle est l'aptitude du bâtiment à s'en servir au bon moment et à stocker cette énergie. Donc on verra comment on peut caractériser ça. Donc ici un exemple, toujours dans le même bâtiment que vous avez vu précédemment, donc éclairé, gérer l'acoustique par ce faux plafond, qui n'est que partiel, qui n'est pas sur toute la surface du plafond. Également apporter un ventiloconvecteur sur l'eau de nappe. Donc on verra varier ces paramètres les uns après les autres. Mais l'idée c'est qu'en journée, eh bien, tout le surplus l'été, tout le surplus de calories que l'on ne veut pas est stocké dans la dalle. Et la nuit, via le jeu d'une surventilation, eh bien, ces calories sont relarguées par la dalle et permettent comme ça de lisser et de réguler la température. Donc sur le papier, c'est un concept qui est intéressant, qui est sympa. Maintenant, l'idée, c'est de voir et d'essayer de s'approcher de la réalité pour voir dans les faits comment ce bâtiment va se comporter, quel est le gain de l'ensemble de ses paramètres, si j'occulte, si j'occulte pas, si je mets de l'inertie, si j'en mets pas, si je mets un faux plafond, si j'en mets pas. Quel est le gain finalement individuellement de l'ensemble de ces paramètres et quel est l'avantage également de la somme du tout, puisque le gain d'un paramètre plus le gain d'un autre n'est pas exact. Alors bien caractérisé donc, sur 10 kWh, ça c'est assez simple. Ici un petit tableau juste pour donc, exprimer les résultats. Les besoins en chauffage, on les exprime en kWh. On peut les exprimer zone par zone, puisqu'on identifie des zones ayant des comportements thermiques différents. On les caractérise en les ramenant en mètres carrés, ce qui permet de les comparer les uns par rapport aux autres. Ici, on voit le poste sanitaire est 5 fois plus, on va dire, énergivore que les autres. C'est tout simplement qu'il n'y a pas de récupération ici de chaleur sur le poste de sanitaire. Donc on voit l'explosion et l'intérêt de la récupération de chaleur, et également la puissance associée. Ce qui est aussi surtout intéressant en termes de résultats au niveau de cette simulation, c'est ce genre de diagramme. Donc ça, c'est un diagramme qui s'appelle un diagramme de Sankey. On voit ici le gain lié aux appareils. Donc on a un gain de 108 000 kWh. Donc les appareils, c'est sous-entendu tout ce qui est apport interne, donc éclairage, bureautique. Et encore une fois, en bureau, c'est énorme. Les gains solaires, 96 000 kWh. Alors vous voyez qu'il y a plus de gains gratuits liés aux appareils dans ce bâtiment que d'apport solaire. Donc c'est quand même une composante fondamentale. La chaleur métabolique, donc liée à l'activité humaine. Et on peut caractériser les gains utiles. Donc on s'aperçoit qu'on a à peu près sur ces 200 000 kWh de gains, il y en a 76 000 qui sont valorisés, ce qui correspond à peu près à un tiers, ce qui est correct pour un bâtiment de bureau. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en hiver, le gain lié aux appareils sera le même, et le seul levier d'action que l'on a pour minimiser les besoins en rafraîchissement, un des seuls, c'est de limiter ces gains solaires. Mais il restera encore un poste incompressible qui est la puissance installée de l'informatique, qui représentera encore plus de la moitié de la puissance à rafraîchir. Alors, les simulations thermodynamiques nous permettent aussi d'exprimer ce genre de graphique. Ici, c'est un graphique qui illustre les courbes de température
sur la semaine la plus chaude de l'année, avec une échelle qui va ici de 21 degrés à 49 degrés. Et on a ici sur un local témoin évalué donc le comportement d'été du bâtiment avec différents paramètres. Donc ici, la première courbe en rouge correspond au bâtiment sans protection solaire, où on voit des variations de température dans le bâtiment, donc avec son isolation, avec son activité, des courbes qui varient entre 33 degrés on va dire à 4 heures du matin et 42 degrés à 4 heures de l'après-midi. On rajoute des protections solaires. On a un gain d'environ 8 degrés, donc, avec nos protections solaires, donc, qui sont des protections solaires extérieures bien sûr. Ensuite, on rajoute une surventilation nocturne d'environ 2 volumeurs et on libère l'inertie des faux plafonds via un faux plafond flottant. On voit encore le gain que l'on obtient. Et la dernière action, la dernière courbe, c'est le cumul de tout ça, donc protection solaire, surventilation nocturne, on libère l'inertie et on vient également activer les ventilo-convecteurs qui viennent libérer une puissance de froid qui est directement issue de la température de l'eau de nappe, avec un objectif ici donné par la maîtrise d'ouvrage de proscrire la climatisation active, d'avoir recours à une climatisation donc dite passive et de limiter le nombre d'heures où la température serait supérieure à 28 degrés. Donc chose que l'on arrive ici uniquement avec le recours à la fraîcheur de l'eau de nappe. Un autre exemple d'illustration qui permet en fonction de bureaux différents, donc de bureaux témoins, d'évaluer donc la fréquence cumulée du nombre d'heures dépassant un certain nombre de degrés. Donc on voit ici que l'on a plus de 1000 heures dans l'année où la température dépasse les 20 degrés et que l'on a à peu près 200 heures où la température dépasse les 27 degrés et qu'on a théoriquement, donc j'en parlerai après, aucun moment dans l'année où la température dépasse les 27 degrés, mais encore une fois dans les conditions d'occupation et de puissance installée de ces locaux. Pour terminer sur les applications au niveau des possibilités de ces simulations numériques, une dernière application qui consiste donc à simuler la résistance thermique prévisionnelle d'une paroi. Les enjeux, c'est que les compositions de parois ne sont jamais homogènes. On sait bien qu'un système constructif est toujours constitué d'une somme de paramètres avec une fixation de la vêture, avec une fixation d'éléments donc de structure dans cette paroi. Et que surtout le poids des ponts thermiques est de plus en plus important, puisque plus on isole finalement une composition de paroi classique, et plus les verrues dans cette paroi prennent de l'importance, prennent du poids. Donc il y a nécessité d'intégrer des valeurs précises à ce niveau-là, pour ne pas se retrouver au final à gréver complètement les 20-30 cm d'isolation qu'on va mettre en place si le traitement de ces ponts thermiques-là n'est pas adéquat. Donc la réponse, c'est déjà l'identification de tous les accidents thermiques de cette enveloppe, la simulation du pont thermique généré et l'intégration de ces ponts thermiques à leur juste valeur dans le bilan énergétique global. Donc ici un exemple de simulation de pont thermique. Pont thermique un peu plus classique d'une paroi verticale en ossature bois réalisée avec le logiciel IT2D. Donc on a ici un montant en ossature bois qui fait 140 cm par 60 de mémoire, un remplissage en isolation ouate de cellulose, un OSB intérieur-extérieur avec un AG-PAN, je crois plutôt extérieur, et un doublage en plaque de plâtre. Donc simplement l'exercice ici constituait à voir quel était l'impact de ce montant en bois donc, qui vient modifier la continuité de l'isolation en façade. Et ici, on a un pont thermique qui correspond à 0,0156 watts par mètre Kelvin, donc qui paraît comme ça très faible. Au final, si on l'illustre, pour une maison individuelle, la somme donc, du linéaire où l'on a ce pont thermique, dans le cas d'un delta de température de 19 degrés, c'est-à-dire que si vous chauffez votre maison à 19 degrés qui fait 0 degré d'air dehors,
eh bien, correspond à une puissance de plus de 140 watts. C'est-à-dire que les déperditions générées par ce pont thermique-là, de votre maison avec un delta de température de 19 degrés, correspond à une GNFI à pleine puissance. Donc on voit bien ici que dans une logique où on va lutter contre le moins de kilowatts, l'image est assez flagrante. C'est qu'on aura beau avoir 140 mm d'isolation, le pont thermique généré uniquement par celui-là, parce qu'il y en a bien d'autres bien sûr, n'est pas quelque chose qui ne représente pas, qui n'est pas faible, donc qui est bien à traiter, quoi. Alors, pour terminer, je vais vous présenter maintenant un exemple de bâtiment sur lequel on a travaillé. Jusqu'à l'instant, j'ai piqué des exemples un petit peu au niveau de la thermodynamique, au niveau de l'éclairage naturel, au niveau de la gestion des apports solaires. Je vous propose ici donc de parcourir un bâtiment, donc bâtiment énergie positive, concours gagné donc avec Jacques Ferrier l'année dernière donc sur la ZAC Bouchaillé-Vialet à Grenoble, et qui permet d'illustrer un petit peu, sur la base de toutes ces simulations et de ces outils, une logique de conception intégrative. Alors, avant de terminer, avant même de commencer cet exemple, je voudrais juste faire une parenthèse donc sur ces logiciels. Bien évidemment, j'ai l'impression ici de faire un petit peu un étalage de toute la force de frappe de ce qu'on peut utiliser en termes de simulation. J'y reviendrai dans ma conclusion, mais il faut faire très attention à ce que la simulation numérique ne vienne pas, je dirais, bouffer l'esprit créatif de l'ingénieur et de l'architecte, mais à ce que la simulation numérique vienne bien comme une réponse à un réel problème posé et ne soit pas le fil conducteur finalement de la création au service de la performance. Donc j'illustrerai un peu ces propos en conclusion. Mais l'objet de mon intervention ici aujourd'hui est bien comment intégrer la simulation numérique dans le processus de conception. Bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a aussi toute une logique fondamentale d'une démarche négawatt à adopter. Et un bâtiment performant, ce n'est pas seulement une somme de simulations successives et d'ingénierie numérique. Donc je ne m'atteindrai pas trop sur la démarche architecturale que je serais bien capable de soutenir ici. Donc un bâtiment de bureau relativement simple, assez compact, énergie positive, donc encore une fois qui dit énergie positive dit présence pour l'instant de photovoltaïque, à défaut de trouver mieux. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un bâtiment énergie positive au sens de ses consommations totales, chose qui est assez rare, c'est-à-dire y compris donc, les postes de la réglementation thermique, mais également y compris tout l'appareillage informatique et toutes les consommations qu'on peut recenser dans un bâtiment, c'est-à-dire ventilation des parkings, consommation des ascenseurs, etc., etc. Donc ici une perce de jour, ici une perce de nuit, donc avec une façade, un principe constructif rapidement en deux mots, en poteau dalle béton, façade ossature bois préfabriquée, avec une vêture ventilée en empalon, et une scénographie de nuit avec des LED qui viennent illuminer certains panneaux d'empalon et des pots donc d'aménagement paysager en peinture phosphorescente éco-labellisée. Les capteurs photovoltaïques, je vais y revenir dessus, je vais développer. Donc un plan de courant d'étage classique de bureau avec un noyau central des circulations sanitaires, un accueil et différents lots de bureaux répartis en premier jour autour de la façade. Donc pour rentrer dans le détail de ce bâtiment, a été adoptée bien sûr une démarche négawatt qui consiste à dire donc le kilowattheure le plus respectueux de l'environnement, ben, c'est déjà celui qui n'est pas consommé. Donc à partir de là, il faut qu'on ait une performance globale de l'enveloppe qui permette par des moyens passifs d'assurer et de minimiser au maximum les besoins des différents postes énergétiques. Donc on l'a détaillé avant, avoir un maximum d'éclairage naturel, valoriser les apports solaires quand on en a besoin, les éviter quand on n'en veut pas,
et optimiser au maximum la ventilation naturelle et tout un tas de postes. Et ensuite, c'est installer des systèmes qui permettent de combler les besoins que n'auront pas su combler la façade et qui permettent de faire rentrer le bâtiment dans une zone de confort qui sont définies par le maître d'ouvrage. Et enfin, c'est un troisième poste, qui est ce que j'appelle la gestion durable du bâtiment. C'est de faire en sorte que l'ensemble de ces deux premiers points soit fait de manière respectueuse de l'homme et de son environnement, et surtout soit garanti dans la durée, puisqu'un bâtiment a une durée de vie de plusieurs dizaines d'années. Donc cette protection solaire a plusieurs fonctionnalités, cette sorte de vélum. Et là, l'outil, la simulation numérique, nous a permis plusieurs choses. On a déjà quantifié la production photovoltaïque. On a ici une puissance photovoltaïque avec une puissance installée de 120 kW crête. Donc pour ceux, je ne pourrais pas l'imager comme ça, mais qui représente 435 MWh d'énergie donc photovoltaïque par an. Mais surtout, la fonctionnalité, donc c'est une production électrique. C'est également une surtoiture avec une ventilation naturelle, puisqu'on a une ventilation naturelle qui est accélérée quand on a une paroi chaude et une paroi froide. Donc on vient ici surventiler. La simulation nous a permis donc de mettre en valeur qu'on allait réduire de 5% les besoins en froid. Bien sûr, on n'a pas fait cette toiture uniquement pour ces 5%, mais c'est quelque chose d'intéressant à valoriser. Un autre objectif, et on le verra après, c'est d'apporter un brise-soleil sur toute la façade sud, brise-soleil donc statique. Et on a également une autre fonctionnalité qui permet de récupérer l'ensemble des eaux pluviales à travers la structure dans des zones tampons situées au sous-sol. Le propre d'un brise-soleil fixe, c'est d'assurer une protection solaire constante sur l'année, mais malheureusement qui n'est pas homogène, puisque, comme vous pouvez le voir donc, sur les perspectives, on a donc un grand vélum en façade sud, et ce vélum ne protège pas de manière homogène entre le cœur de plateau au centre du bâtiment et les extrémités, puisque les effets d'ensoleillement rasant du soleil qui est au sud-est et au sud-ouest vont beaucoup plus ensoleiller, je dirais, les coins de cette façade que le cœur de la façade. Donc il y avait nécessité d'assurer une protection solaire via un dispositif fixe qui soit adapté en fonction de l'ensemble de la façade. Donc a été réalisé le cumul des apports solaires pour la période estivale sur l'ensemble de la façade et donc des baies dessinées en collaboration donc avec l'architecte sur tout un autre ensemble de paramètres et qui nous a permis de mettre en évidence un défaut de protection solaire sur ces endroits-là et je dirais un manque de lumière naturelle en cœur de plateau. Ce qui a abouti à prescrire dans une logique de prescription architecturale, puisque vous avez pu voir que la façade est issue d'un camailleux en fait, de couleur donc de Dampalon, à avoir des menuiseries qui intègrent, donc c'est pas la couleur réelle, c'est juste pour imager, non pas une couleur mais un traitement différenciant et qui permettent un facteur solaire et une transmission lumineuse différente en fonction du cumul des apports solaires sur l'année pour compenser le traitement différencié de la protection solaire en fonction de l'endroit où on se trouvait sur la façade. Donc on a ici du coup un facteur solaire homogène de 0,15 sur toute l'année, non pas sur toute l'année, sur la période d'été, qui est homogénéisé par la qualité du vitrage et qui permet donc le meilleur compromis, à défaut de niveler donc, par le bas, entre le pouvoir occultant du dispositif brise-soleil photovoltaïque et menuiserie et l'éclairage naturel. Donc bien évidemment, il y avait une thématique centrale qui est la gestion des infiltrations à l'air. Là encore une fois, la simulation thermodynamique nous a permis de mettre en évidence qu'on avait beau surisoler le bâtiment, mettre en place une récupération de chaleur, tout un tas de dispositifs qui allaient nous assurer une efficacité maximale des besoins énergétiques dans ce bâtiment. Si ce poste-là de l'étanchéité à l'air n'était pas traité, et si on prenait par défaut, je dirais, une étanchéité à l'air de référence de l'RT 2005, eh bien, par rapport à l'étanchéité à l'air visée, donc qui correspond
à cette valeur-là, donc je ne rentrerai pas dans les détails, en tout cas qui est beaucoup plus performante, eh bien nous permet de gagner plus de 40% des besoins en chauffage. Le principe est simple. Si vous mettez 30 cm d'isolation, mais vous avez des fuites au niveau de toutes vos menuiseries, eh bien votre rendement de récupération de chaleur sera fortement impacté. Et dans une logique de démonstration, je dirais, de l'intérêt de gérer l'étanchéité à l'air de l'enveloppe vis-à-vis du maître d'ouvrage, eh bien cette simple simulation permet de confirmer l'intérêt effectivement du traitement de l'étanchéité à l'air du bâtiment pour augmenter de 40% l'efficacité et pour diminuer de 40% les consommations en chauffage. Donc ça passe effectivement par une enveloppe thermique bien dimensionnée, où encore une fois les calculs nous permettent de rentrer dans des objectifs intéressants, où là on a une consommation en chauffage de 7 kWh en énergie primaire par mètre carré par an, ce qui correspond à environ moins d'1 litre de fuel au mètre carré. Une période de chauffe assez restreinte qui s'étale du 15 octobre au 16 mars, et un gain au niveau de l'enveloppe thermique de plus de 30% sur la référence, donc sur la référence réglementaire. Également donc un traitement des ponts thermiques, donc là je ne vais pas vous montrer tous les visuels, mais avec le logiciel que j'ai pu vous présenter, traitement des principaux ponts thermiques au niveau des planchers intermédiaires, plancher haut, plancher bas. Un système de chauffage et de rafraîchissement performant, issu illustré de manière schématique, avec une pompe à chaleur sur eau de nappe en hiver, et avec un bypass qui permet de valoriser directement, je dirais, la fraîcheur de l'eau de nappe dans le plancher du bâtiment. Un système de ventilation donc poste extrêmement sensible, donc notamment sur du tertiaire, avec une stratégie d'hiver qui consiste donc à récupérer les calories sur l'air extrait, avec un échangeur qu'on a quantifié à environ 72%, et une stratégie d'été où on bypasse cet échangeur, où bien évidemment en été on ne vient pas recycler les calories, mais on vient bien évacuer la chaleur à l'extérieur lorsque la température du bâtiment est supérieure à la température extérieure. Un éclairage naturel donc quantifié, avec notamment une logique de brise-soleil, dont je ne reviens pas aux perspectives initiales, mais sur les pignons donc est et ouest de ce bâtiment, on a développé donc une occultation différenciée qui permettait donc de rabattre un volet en empalon, toujours côté sud, donc à droite côté est et à gauche côté ouest, qui nous permettait de créer, même quand le volet est ouvert, un brise-soleil vertical, et donc d'optimiser le compromis entre occultation et apport solaire. Donc ici une visualisation donc du rapport entre l'éclairage extérieur naturel et l'éclairage intérieur naturel, donc par rapport à une surface déterminée par le référentiel haute qualité environnementale, avec en complément des systèmes performants, détection de présence et gradation lumineuse, également une stratégie d'éclairage ambiante moyenne et ciblée sur le plan de travail qui nous permet de réduire fortement la puissance installée. Et sur un poste où l'on est classiquement à 40-50 kWh par an par mètre carré, et bien de réduire cette consommation à 14,6 kWh par mètre carré chaud en énergie primaire. Enfin, la simulation passe également et va passer de plus en plus par l'impact environnemental propre des matériaux, notamment ce qu'on appelle l'énergie grise. Donc sur ce bâtiment, eh bien, ça passe par une partie de sa structure, donc toute la façade en ossature bois préfabriqué, une isolation laine de bois en doublage et en ouate de cellulose dans la structure, qui correspond à un puits de carbone de plus de 47 tonnes de CO2, une façade en polycarbonate, donc en thermion recyclable. Un chantier en filière sèche, préfabriqué, avec une gestion de l'étanchéité à l'air. Donc je m'attarderai peut-être un peu plus si vous avez des questions là-dessus après la présentation. Et également deux choses très importantes. Une régulation, donc sur ce bâtiment a été
pris l'option d'avoir une régulation et surtout une acquisition pour un traitement des données pour suivre le comportement thermique et des consommations de ce bâtiment, tout simplement pour déjà vérifier que les hypothèses de simulation thermique qui ont été prises en phase de conception reflètent bien les conditions réelles et futures donc de l'usage de ce bâtiment. Et ce qui est important et qui est intéressant de vérifier, c'est qu'on a réalisé la même simulation, donc par exemple sur les besoins en chauffage, mais en faisant uniquement varier d'1 degré, c'est-à-dire en ayant une consigne de température non pas de 19 degrés mais de 20 degrés, eh bien on s'aperçoit qu'on augmente de 20% le besoin en chauffage. Donc on s'aperçoit là effectivement des limites d'une part de la simulation numérique, c'est-à-dire que les prévisions sont fortement dépendantes des hypothèses et que ces hypothèses dépendent elles-mêmes de l'humain, donc de la gestion du bâtiment. Et sur les bâtiments qui sont très performants, qui ont des besoins en chauffage et en rafraîchissement qui sont très faibles, eh bien, une variation de la consigne de température va augmenter forcément de manière très sensible les besoins, puisqu'il est plus facile de doubler la consommation d'un poste qui est très faible que d'un poste qui est énorme. Donc on voit ici, encore une fois, de passer de 19 degrés à 20 degrés sur ce bâtiment, eh bien, ça signifie 20% de besoin de chauffage en plus. D'où la nécessité, en conclusion, notamment là-dessus, d'avoir une mainmise et une maîtrise via la sensibilisation des usagers, mais également par l'automatisation de certains postes, de contrôler un minimum le comportement thermique de ce bâtiment et notamment de ses consignes de température, de ventilation, d'éclairage, etc. Donc ici, on voit le fonctionnement de la gestion technique du bâtiment qui permettra d'une part de sensibiliser en temps réel la performance du bâtiment, donc à l'ensemble des usagers, qui permettra également de collecter des données au niveau de la station météo, donc du contexte environnemental, de gérer la production photovoltaïque, de collecter les consommations poste par poste, l'occultation des volets, la régulation des températures, la récupération d'énergie, etc., etc. Alors, avant de terminer sur cet exemple, j'ai insisté tout à l'heure sur les apports internes. Et pour illustrer aussi mes propos, qui consistent à dire qu'une simulation numérique, effectivement, est basée sur la véracité des résultats d'une simulation numérique, va dépendre essentiellement de deux facteurs. Le premier, c'est la justesse du moteur de calcul lui-même, mais le deuxième, c'est également les hypothèses qui vont être prises. Alors, dans les hypothèses et notamment tertiaires, il y a quelque chose qui est extrêmement sensible, c'est la puissance informatique installée. On voit ici sur ce petit tableau un comparatif assez simple. On a ici un poste de travail classique, un écran LCD classique maintenant, une tour de PC, sur des puissances qui sont moyennes, 250 watts pour un PC, c'est moyen. On a des PC qui vont jusqu'à 400, 500 watts assez facilement. Les durées de fonctionnement moyennes, basées donc sur des études informatiques, et donc la consommation totale générée sur un poste fixe, en comparaison le cumul de la consommation d'un écran et d'une tour avec la consommation d'un ordinateur portable. Un poste classique, on estime sa consommation à environ 1100 kWh par an, donc autant de calories générées. Un ordinateur portable, 28 kWh. Donc on voit qu'on a un saut, un facteur d'environ 30 entre la consommation et la puissance dégagée entre un poste portable et un poste fixe. Et ça, c'est quelque chose qui échappe complètement, je dirais, à la conception, à l'ingénieur et à l'architecte, et en même temps qui a une influence énorme. Vous pouvez voir ici sur ce graphique, sur le bâtiment que l'on a étudié, donc qui était énergie positive au sens global sur tous les postes de consommation, eh bien, vous pouvez voir que le cumul donc, de la consommation des serveurs plus de l'appareillage informatique qui lui-même comportait déjà des postes de travail d'ordinateurs portables, représente pratiquement la moitié de la consommation énergétique totale du bâtiment. Donc on voit bien qu'à partir d'un certain moment donné, il est extrêmement important de réfléchir en termes de consommation globale et que ces postes-là sont fondamentaux puisqu'ils vont conditionner le fait que l'on va avoir un bâtiment énergie positive ou non, puisque l'enjeu est bien là. Ils vont également conditionner la puissance de rafraîchissement apportée, puisque si ce scénario-là n'est pas respecté, eh bien, on mettra en danger
la capacité du bâtiment à garantir un confort d'été convenable si on ne respecte pas les scénarios qui ont été engagés. Donc on voit bien ici que la performance énergétique du bâtiment en tant que tel, c'est une chose, mais il y a d'autres choses qui gravitent autour, qui sont encore peut-être plus importantes. Encore, ce scénario-là prend en compte un appareillage informatique performant. Si on avait pris en compte un appareillage informatique doté uniquement de stations classiques, tours et écrans LCD, on aurait atteint les 3/4 de la consommation globale du bâtiment et on ne savait pas clairement faire un bâtiment énergie positive avec l'ensemble des postes informatiques équipés de tours de PC. Donc ça passe effectivement par une consommation informatique maîtrisée. Ici, le maître d'ouvrage gardait le patrimoine, ce bâtiment de bureau dans son patrimoine. Donc il y a un travail qui va être fait au niveau d'une charte écologique des usagers, et notamment des futurs locataires qui vont s'engager à respecter une certaine puissance installée au mètre carré. Donc on voit que pour la vie de ce bâtiment, l'atteinte de ses objectifs, notamment de son confort, eh bien, on a une obligation de mettre également en œuvre une logique de gestion durable. Et ça, on ne peut le mettre en évidence que si on rentre dans une logique de simulation numérique en prévision des futurs postes de consommation. Donc pour les chiffres, pour ceux qui aiment bien les chiffres, un bâtiment énergie primaire donc, qui consomme 373 MWh par an, qui en produit 435, donc qui est énergie positive avec un delta de surproduction d'énergie de 14%, et bien évidemment éligible au label BBCF Énergie avec un gain de 70% sur la référence. Donc pour conclure cette intervention avec beaucoup d'exemples, beaucoup de chiffres, et pour se recentrer un petit peu finalement sur les limites de toutes ces simulations, bien évidemment, je répète la parenthèse que j'ai dit tout à l'heure, toutes ces simulations numériques ne permettent pas, je dirais, si on dépose son cerveau à côté de son ordinateur, de livrer un bâtiment énergie positive. Et pourtant, c'est bien le danger, c'est de se faire bouffer par ces simulations et de réaliser une batterie de tests sans qu'il y ait de réelle plus-value. Donc une simulation numérique reste une représentation hypothétique du réel. Et dans le terme simulation numérique, il y a bien simulation. Donc il y a toujours une dérive, et cette dérive va essentiellement dépendre bien de la valeur des hypothèses. Et vous avez pu le voir précédemment avec l'exemple du parc informatique. Eh bien, ces hypothèses peuvent être plus ou moins sensibles, voire très sensibles, et sont assez difficiles à approximer, puisqu'on a encore très peu de retours finalement maintenant du comportement des usagers à ce niveau-là. Donc la fiabilité des résultats dépend des données d'entrée, mais également du moteur de calcul utilisé, puisque dans l'ensemble des logiciels de simulation et d'un logiciel à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes résultats, même s'il y a des batteries de tests à l'échelle internationale qui permettent de valider la performance de ces moteurs de calcul. Donc il y a quand même un souci, disons, une attention à avoir sur la validité du moteur de calcul du logiciel que l'on utilise. Et donc, il y a la difficulté de prendre en compte le comportement de l'humain, alors que ce soit en phase d'utilisation, mais également en phase chantier, puisqu'un bâtiment énergie positive ne s'arrête pas à la conception, il y a également la réalisation derrière qui va conditionner sa performance. Donc là, je n'apprends rien à tout le monde, mais la question des infiltrations, la question des ponts thermiques, toutes ces questions-là vont prendre leur importance et vont faire qu'un bâtiment va être performant ou non. Il y a la nécessité de dissocier les outils réglementaires des outils de conception. Bien souvent, je vois des bureaux d'études fluides qui, par exemple, dimensionnent la puissance de rafraîchissement ou la puissance de chauffage avec le moteur de calcul RT2005. Donc, comme je vous le disais, par rapport à la puissance informatique installée, par exemple, sur un bâtiment de bureau, le moteur de calcul de l'RT2005 va prendre une valeur par défaut qui n'est pas forcément du tout celle que la réalité va représenter et qui va être également limitée
sur la valorisation de certains postes. Donc j'ai cité entre autres l'utilisation d'un puits canadien ou d'autres choses que l'on ne permettra pas faire avec la réglementation thermique. Ces logiciels-là sont à la base destinés aux concepteurs, aux architectes, et pourtant ce sont des logiciels complexes qui nécessitent une forte connaissance de base en thermique, et dont la prise en main peut être plus ou moins facile, mais je dirais que le public reste quand même limité aux experts, parce que même si un architecte a les compétences de réaliser ces simulations, s'il n'en réalise pas des dizaines, il ne peut pas acquérir l'expertise et le savoir-faire qui lui permettra de réaliser une intégration efficace. Donc d'où je dirais l'intérêt de cette logique de conception intégrative qui va permettre de travailler avec d'autres personnes qui, eux, maîtriseront également les limites de ces logiciels et qui pourront effectuer ces expertises à des prix et un laps de temps envisageable. Ce qu'il faut voir, c'est que certains logiciels ont des paramètres qui sont tellement sensibles que le fait d'activer ou non un paramètre peut modifier complètement les résultats. Donc il y a quand même une nécessité d'aborder de manière très fine ces outils de simulation, puisque même si au premier abord ils peuvent paraître assez faciles à exploiter, ils peuvent en revanche donner des données de sortie complètement erronées qui vont conditionner quand même un projet architectural. Et enfin, c'est la nécessité d'aboutir à un certain niveau de détail pour engager une simulation. Et on s'aperçoit maintenant qu'on a un petit peu aussi une course à la simulation où la plupart des concours que j'ai pu réaliser assez récemment ont demandé une batterie de tests de simulation où le niveau de détail n'était pas du tout en accord avec le projet, et on aurait plutôt dû être en phase APD ou en phase pro pour engager la prise en compte de certaines hypothèses. Ce qui fait qu'on arrive un petit peu à faire des simulations numériques avec une batterie d'hypothèses tellement forte que l'on est obligé de faire. On ne sait absolument pas encore comment on va traiter des ponts thermiques, comment on va faire certaines choses sur une volumétrie qui est encore en stade esquisse. Donc le maître d'ouvrage demande de quantifier toute cette batterie de tests de simulation thermique, dynamique, etc. Sur un projet qui sonne encore forcément creux techniquement puisqu'il est au stade de l'esquisse. Et on a plutôt l'impression que c'est pour étaler la force de frappe de l'équipe de maîtrise d'œuvre plus que pour valider la performance réelle du projet, puisqu'on s'aperçoit bien que toutes les données d'entrée en phase d'esquisse ne peuvent être encore que des hypothèses. Donc en conclusion, et je reviendrai encore là-dessus au risque d'insister un peu lourdement, mais la simulation numérique ne doit pas faire perdre au concepteur son sens critique. Donc pour avoir un sens critique, il faut bien sûr avoir une connaissance fondamentale en termes de thermique pour relativiser le poids des valeurs et leur donner un sens, une échelle. La lourdeur de certains calculs mobilise beaucoup d'énergie. Donc on peut aussi se poser la question, est-ce qu'il est nécessaire de passer en phase d'esquisse, par exemple, une semaine, 15 jours, à aller chercher un résultat, en sachant que certaines hypothèses de base seront remises en cause assez rapidement et viendront du coup complètement dégrader la validité du résultat. Donc il y a un besoin aussi peut-être de modérer et de prescrire, comme un petit peu une ordonnance, un niveau de simulation qui correspond réellement à une étape d'avancement du projet. Mais c'est également donc un très bon outil donc, pour travailler en relatif, c'est-à-dire comparer deux solutions, effectuer des variations paramétriques. Il est évident que le résultat d'une simulation sera de manière systématique fausse, ne reflètera jamais la réalité, c'est une probabilité impossible. En revanche, travailler en relatif pour évaluer deux systèmes constructifs, deux profils thermiques différents, on aura beaucoup plus de chances d'approximer le réel en travaillant en relatif. Et ça permet également de se fixer des axes de travail prioritaires pour être bien sûr de travailler sur les enjeux prépondérants et non pas sur les quelques kilowattheures
que vont produire tel poste ou un autre. Donc il y a bien une nécessité de modérer la valeur du résultat dans l'absolu, puisqu'on sait qu'elle va dépendre essentiellement des hypothèses prises en compte. Un des atouts de ces simulations, c'est notamment que ces simulations numériques constituent une interface donc, entre l'ingénieur et l'architecte, qu'elle exprime la performance de l'architecture et permet à l'ingénieur de la critiquer de manière positive ou négative, puisqu'on parle bien de caractérisation, de quantification, et que les résultats visuels permettent bien souvent une meilleure compréhension entre corps de métier qu'un rapport ou qu'une succession de chiffres. Il y a des logiciels, comme vous avez pu vous en apercevoir, qui permettent un rendu graphique assez intéressant et qui ira en s'améliorant. Mais cette force a également une faiblesse si elle mène au conflit et si elle ne constitue pas un support d'échange constructif et d'amélioration, mais si ça se limite au contrôle strict. Je pense que vous avez, pour les professionnels ici, toujours été en face de bureaux d'études fluides ou autres, qui vous ont dit ça passe pas, ça marche pas, sans être force de proposition. Donc ça passe pas, ça ne marche pas. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir pourquoi, quels sont les indicateurs à lever, quels sont les leviers qui vont permettre justement d'améliorer la conception dans une logique architecturale. Et la simulation permet surtout une conception globale pour s'assurer que les moyens mis à disposition donc sur un bâtiment performant sont bien alloués aux principales parts donc de consommation énergétique. Et donc ici, on peut s'apercevoir par exemple de l'évolution respective des principaux postes énergétiques appliqués donc sur une maison, plutôt une maison ancienne, une maison dont l'enveloppe correspondrait à la RT 2005, mais avec un système de chauffage plutôt ancien, avec un système neuf, et le concept donc, de la maison passive. Et on peut s'apercevoir qu'effectivement, les postes énergétiques différents, donc qui sont le photovoltaïque, l'eau chaude sanitaire solaire, l'électricité domestique, l'eau chaude sanitaire, la ventilation, les déperditions par la toiture, les murs et les baies, eh bien, évoluent de manière différenciée en fonction de chaque étape. On peut s'apercevoir ici qu'entre une maison ancienne et RT 2005, eh bien, on a des gros postes qui sont complètement compressés, des déperditions par la toiture, pratiquement plus rien, les murs, les baies, extrêmement compressés. Par contre, du coup, émerge en relatif quelque chose qui était considéré comme un petit poste avant, l'eau chaude sanitaire, eh bien, prend une place de plus en plus importante. C'est-à-dire qu'on vient finalement décaler les axes de travail et il est important de prendre en compte cette évolution. Un autre exemple qui est les déperditions par la ventilation que l'on vient complètement finalement pratiquement aplanir avec une maison passive qui aura une récupération de chaleur qui peut aller jusqu'à 85-90%. Donc, pour terminer, d'une manière générale, ces simulations vont encore beaucoup progresser dans le futur, notamment, je pense, sur la validation des hypothèses au niveau des scénarios d'occupation et d'utilisation de ces bâtiments. L'intérêt de ces simulations va s'accroître, premièrement pour raisonner au maximum en coût global, sur le couple notamment loyer plus charge, c'est-à-dire que on paye de la qualité, on veut également qu'elle se retrouve sur un abattement des charges locatives. Donc pour travailler en coût global, il faut prédire les consommations énergétiques et donc utiliser de la simulation numérique. On va de plus en plus parler de labels parce qu'on vient de plus en plus vers une obligation de résultat vis-à-vis des différentes parties prenantes du secteur de la construction. Et puis également parce qu'on va intégrer la performance au plus tôt dans le processus de conception à travers des données visuelles et quantifiées, donc entre cette relation architecte et ingénieur. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop long et que j'ai pu vous apporter quelques réponses aux questions que vous pouviez avoir. Et si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me les poser maintenant.
ça va être assez simple. Ce bâtiment-là, tout ce que je vous ai montré, pour vous expliquer un petit peu, je dirais, la course et la performance au stade concours, on l'a réalisé en concours. Donc on a aussi une logique de partenariat avec ce maître d'ouvrage sur d'autres opérations qui a fait qu'on a pris un certain risque dans nos études. Ça représente 10 000 €, mais ça ne reflète pas du tout l'investissement qu'on a pu avoir. Pour l'entreprise, c'était une forme d'investissement en termes de savoir-faire, en termes sur plusieurs choses, qui a payé puisqu'on a gagné le concours. Mais pour vous donner une réponse plus réaliste, sur ce type de bâtiment, le montant total de la prestation, parce que finalement, c'est pas. Vous voulez juste le montant de la simulation thermique dynamique sur le global, ça peut représenter j'ai raisonné plutôt en pourcentage, on va dire entre 0,5 et 1,5% en fonction du travaux, en fonction de l'objectif de performance, du temps passé dessus. Travaux ne veut absolument rien dire, mais on fonctionne comme ça en secteur de la construction. Nous, on détaille nos offres en termes de jour-homme. Je dirais que c'est un investissement qui est assez conséquent, mais on est bien dans une logique où le travail passé en conception va permettre de valoriser derrière des économies de projet. Et dans ce projet notamment, pas de recours à la climatisation, une intelligence de l'enveloppe sur des aspects passifs et non actifs, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Alors, la maison individuelle, on a travaillé dessus au tout début de l'agence. Malheureusement, on ne peut pas. Pour des logiques de coût. Parce qu'au final, bon, y a des architectes ici, donc on sait tous que travailler sur 100 mètres carrés ou sur 10 000 mètres carrés, c'est pas une division en termes de temps en rapport au niveau de la surface. Il faut rentrer toutes les données dans la machine, il faut faire un cahier des charges, il faut utiliser son cerveau pour en tirer des conclusions. Et je dirais que la lourdeur de ces calculs ne permet pas actuellement, ou de manière raisonnable, de faire exactement la même chose. En tout cas, moi, je ne connais pas de maître d'ouvrage qui serait particulier, qui serait capable de supporter ces logiques. Par contre, on pourrait travailler pour un particulier de manière économique, en réalisant uniquement une simulation, je dirais, pour valider la performance du travail de conseil qu'on aurait pu avoir, et travailler sur une maison individuelle de manière qualitative pour avoir un projet performant. Ça, c'est quelque chose qui est envisageable. Je dirais que plus les connaissances thermiques et la pratique évoluent, plus on acquiert des automatismes et des réflexes qui nous permettent de ne pas avoir recours à la simulation thermique pour prédire un phénomène ou une consommation. Donc la maison individuelle reste quelque chose d'assez simple. Et je pense que par exemple, si vous allez en Allemagne, un architecte, un ingénieur serait capable de faire une maison passive sans avoir recours à toute la batterie de simulation. Donc il y a aussi ensuite une nécessité de prescrire un certain niveau de simulation, parce qu'on peut sortir tout le catalogue et puis tout faire sur tous les projets, mais est-ce que ça a vraiment un réel intérêt et une utilité? J'en doute. Donc la réponse, c'est quand même qu'actuellement, le marché de la maison individuelle, pour nous, n'est pas un secteur prioritaire, je vais dire. Donc, mais dans une logique où, effectivement, on va dire 70% des constructions, je crois, échappent aux architectes, pour des questions réglementaires, et entre autres. On peut se poser la question, comment arriver aussi à augmenter la performance énergétique de tout ce qui échappe, pour une logique de coût, à ce phénomène, à cette question de la rémunération des études. C'est pour ça que beaucoup de personnes politiques et autres, d'experts, pensent que pour certains secteurs, il y a une logique de systématisation qui doit se mettre en place à travers des prescriptions qualitatives. Vous faites une maison individuelle, la réglementation pourrait dire vous devez avoir telle épaisseur d'isolant, mettre en place tel système, quelque chose de plutôt systématique, qui permettent, à défaut d'être très contraignant, de permettre l'accès à la performance à un maximum, quoi.
l'apport thermique, l'informatique, c'est très important, c'est très important dans le calcul. Bon, maintenant, on remplace tous les postes fixes par des portables, on rentre dans une autre problématique du confort, du travail, de l'efficacité, voilà. Mais on parle d'apport thermique, quand même, effectivement, je me dans l'agence, effectivement, même en hiver, on n'a plus de chauffer, parce que le serveur faisait ça, quand on était là, on a un problème. Donc, pour ce petit volume, donc, j'imagine ça à la chaîne, pour les serveurs, on a vu, c'est comme 30%, je crois, c'est pas ça. Après, c'est le poste individuel qui notre. Donc, comment on peut intégrer cette évolution technique qui renforce la monnaie parce que les ordinateurs deviennent de plus en plus économes. Je pense qu'on a des choses qui vont de plus qui devient performant aussi de plus qui chauffe, et de plus qui faut plus la chaleur que l'avant, pour qu'on en soit plus froid. Même si on concentre quelques mois, j'en sais rien, mais il y a un point où effectivement entre la conservation d'énergie pour faire tourner une machine, la chaleur. Il y a un exemple très genre comme dans le théorie. Vous mettez un frigo dedans, vous ouvrez la porte, vous avez vraiment 100% de pas de pied ouvert qui soit courant, est-ce que la pièce va chauffer, et le reste est transformé, on peut croire parce que la porte du frigo est ouverte. Je sais pas, il faut faire une simulation numérique, je pense, on verra. Non, je pense que la pièce va monter en température forcément, puisque au final le bilan peut pas être nul. Mais pour répondre à, enfin, je sais pas d'ailleurs si c'est une question, mais pour peut-être compléter un petit peu sur le sujet, on a vécu une période où finalement les ordinateurs portables, l'axe de travail des fabricants, c'était en termes de marketing, offrir de plus en plus d'autonomie. C'était un axe stratégique. Pour les ordinateurs fixes, c'est celui qui a plus de puissance de calcul, donc il n'y avait absolument pas de logique de réduction de la puissance. Effectivement, les principaux constructeurs IBM, Dell et autres ont maintenant intégré une politique d'efficacité énergétique et on voit même des transferts de technologies d'ordinateurs portables sur des serveurs pour minimiser au maximum la consommation. Donc, effectivement, il est extrêmement difficile d'avoir des prédictions à moyen terme, mais on peut en tout cas dire que ce qu'on dimensionne maintenant, il y a de fortes probabilités que dans 10 ans, dans 20 ans, la puissance informatique installée sera beaucoup plus faible. Donc que le bâtiment sera en mesure de répondre et de satisfaire au confort d'été, puisque la puissance de froid va avoir tendance à diminuer. Par contre, effectivement, comment s'assurer que le scénario qu'on demande va être mis en place, ça rejoint une logique où effectivement la chaîne des acteurs pour la performance est multiple. Il y a les concepteurs, il y a ceux qui mettent en œuvre, il y a ceux qui gèrent aussi les bâtiments, et il y a les utilisateurs. Et toute cette chaîne, ce bout de chaîne va devoir s'intégrer et intégrer ces paramètres pour qu'on ait bien une gestion durable de l'ensemble de la filière. Donc effectivement, actuellement, c'est un paramètre clé et limite dans la démarche. Mais ça ne va tendre qu'à s'améliorer. Et je dirais que les maîtres d'ouvrage avec lesquels on travaille, malheureusement, ne connaissent pas l'utilisateur final la plupart du temps. Donc c'est aussi difficile pour un maître d'ouvrage de se dire « Ok, je vais mettre en place une climatisation passive. Donc en gros, pour ça, je vais maîtriser mes apports internes. Et la question, c'est comment je vais faire pour vendre mon bâtiment derrière si je dis à mon investisseur, mais par contre, vous êtes obligé d'utiliser des ordinateurs portables. » Actuellement, c'est très difficile ça. Donc ça veut dire que derrière, il y a une vraie limite à l'accession, enfin il peut y avoir une limite et une prise de risque à l'accession au marché d'un bâtiment qui met en œuvre une stratégie passive. En même temps, c'est logique, puisque l'idée, c'est pas de faire une Ferrari qui a une puissance énorme, mais c'est bien de construire une voiture qui répond à son usage et de manière modérée en termes de système.
réponse, je crois que les logiciels peuvent aussi bien question qu'au neuf. Il n'y a absolument pas de différence à ce niveau-là, puisque les logiques physiques sont exactement les mêmes. Donc à partir du moment donné où on peut décrire un bâtiment, on peut très bien rentrer dans un logiciel de simulation thermodynamique, par exemple, un bâtiment qui date des années 30, qui n'est pas isolé ou qui est en pisait, où on peut faire ce qu'on veut dans la limite où on peut le décrire. À partir du moment donné où on peut le décrire, on peut travailler par itération en faisant bouger des paramètres pour se dire, bon, bah, finalement, ce bâtiment, pour aller au plus d'efficacité, est-ce qu'il faut d'abord installer une ventilation double flux ou commencer par l'isoler, ou ce travail, on peut le faire exactement avec les mêmes logiciels, ça, c'est pas un problème. Après, effectivement, l'enjeu, donc ce que je disais, du facteur 4, donc d'ici 2050, ça va bien être les 99 autres % par an, qu'est-ce qu'on en fait? Donc il y a des premiers pas qui vont dans ce sens, avec l'apparition en 2008 de la première réglementation thermique sur l'existant. Donc il n'y avait absolument aucune réglementation avant. De mémoire, il y a 3 éléments fondamentaux. Le premier, c'est le remplacement élément par élément, c'est-à-dire que vous allez remplacer une menuiserie, vous ne pourrez plus mettre un simple vitrage, vous serez obligé de mettre un double vitrage avec une certaine valeur de résistance thermique. Il y a la nécessité de faire une étude thermique maintenant pour la réhabilitation de bâtiments de plus de 1000 m², et également pour les réhabilitations qui ont, je crois, plus de 25% de la valeur patrimoniale du bâtiment avec un prix au mètre carré qui est fixé. Donc on va de plus en plus dans ce sens, et il est clair que les outils qu'on a développés pour le neuf, on peut très bien les appliquer à l'existant. C'est simplement la démarche de conception qui va être différente, mais les outils seront les mêmes. Et c'est effectivement le secteur de la question de l'énergie et de l'efficacité énergétique qui va avoir la plus forte croissance dans les années à venir, mais avec des logiques qui sont différentes. C'est-à-dire qu'on va être bien souvent des fois en site occupé, on va réhabiliter une partie du bâtiment et pas l'autre, mais les lois de la physique ne vont pas changer pour autant. Donc je dirais que les logiciels sont les mêmes, c'est simplement l'approche qui va être différente, quoi. Ça passe, comme toute démarche de qualité environnementale, on identifie quels sont les principaux impacts. Si on parle de qualité environnementale globale, je ne sais pas, ça pourrait être la présence d'amiante dans un premier temps. Bon, si on se réfère juste à l'efficacité énergétique, effectivement, on va décortiquer où sont les principaux postes de déperdition du bâtiment. Est-ce que ça passe par la ventilation? Est-ce que ça passe par les menuiseries, par les murs, par la toiture? Ça, c'est un diagnostic. Est-ce que c'est les usagers qui s'en servent n'importe comment? Et à partir de là, on va mettre en place un plan d'action qui va, avec l'euro investi, permettre d'avoir un maximum d'efficacité parce qu'on va taper sur les principaux postes. Oui, effectivement, il y a la nécessité de réaliser. On ne va pas le faire pour la simulation, de toute façon, on va le faire pour l'architecte qui déjà va avoir un projet à faire là-dessus. Donc, mais je pense qu'honnêtement, c'est pas. Enfin, la seule limite, c'est effectivement à la rigueur d'avoir un accès à la donnée, mais il suffit de percer un trou dans un mur pour voir quelle est l'épaisseur de l'isolation, si elle est bonne, si elle n'est pas bonne, la capacité de donnée. Et je dirais que la question de l'intervention en cyclo va compliquer tous les corps d'État, l'ingénieur structure, l'architecte, tous. Mais par rapport à la question de la méthodologie et des outils, ils sont opérationnels et ils sont directement applicables. Effectivement, c'est différent, c'est plus compliqué pour d'autres raisons, mais pas parce qu'on n'a pas la technologie et la connaissance actuellement, quoi. Ouais, après c'est
financière, il y a aussi des organismes qui sont mis conseiller les particuliers. Il y a des agences locales de l'énergie qui émanent directement de l'ADEME, qui sont là pour informer, conseiller les particuliers, qui peuvent faire des diagnostics gratuits. Si elles sont là, c'est aussi pour certaines choses. Donc elles ne font pas forcément toute leur mission. Les personnes ne sont pas forcément toutes, ont pas forcément toute conscience de ce potentiel. Mais effectivement, tout le secteur diffus de la maison individuelle et autres, je pense, va être plutôt tiré vers le haut par les pratiques professionnelles qui vont être mises en place sur les grands ensembles. Forcément des usines à gaz officielles, surtout après le bon sens qui doit être traité tout à l'heure. Ouais. Après, il y a un constat qui est de dire qu'on ne touchera jamais toute la masse de travaux du secteur de la construction. Il y a une logique qui est de se dire mais on va systématiser des sortes de solutions pour tout le monde, mais qui est une logique aussi qui est assez limite et qui est aussi dangereuse parce que ça veut dire qu'on va prescrire des choses dans des contextes qui vont être complètement différents et qui n'auront pas lieu. Donc après, c'est aussi difficile, c'est une vraie question actuelle qui est de dire comment la performance énergétique va toucher l'ensemble et doit toucher l'ensemble de tout ce qui se construit ou ce qui se réhabilite, mais de manière cohérente par rapport à un contexte. Et c'est vrai que d'un côté, nous, finalement, c'est pas qu'on peut pas, mais c'est qu'on entre aussi dans une logique financière qui fait qu'entre travailler sur une maison, une extension de 30 mètres carrés et puis d'autres projets, voilà. Et en même temps, est-ce qu'on va dessiner un plan de rénovation thermique pour tous les logements au risque qu'il y ait des incohérences? Peut-être qu'il faut mieux faire ça, qu'il y ait quelques incohérences et que tout le monde l'applique, que l'inverse. Je ne sais pas. En tout cas, c'est en débat actuellement. Ça fait partie des choses qui sont difficiles à trancher. Il y a une semaine, à Colmar, sur la rénovation, bon, il a une position très claire de laisser tomber les diagnostics individuels et de trouver des protocoles qui seront évidemment peut-être trop performants pour tout le monde. Et tant pis, les gens tout le monde les faire un peu plus. Globalement, on arrivera à 50 kW et puis il y en a qui aura un peu plus, un peu moins parce qu'il y aura des erreurs. Et parce que sinon. C'est la logique de systématiser. Voilà, de se dire c'est. Et c'est un constat qui est extrémiste par nécessité. Bon, après, c'est le politique qui va trancher par rapport à ça. Donc, mais effectivement, il y a une réalité qui fait qu'une analyse thermique pour tous les bâtiments n'est pas envisageable. Et donc, est-ce que systématiser des solutions, c'est la solution? Peut-être, on va rapidement le savoir dans les prochaines années, quoi.